Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité internationale. Au menu de cette édition, nous allons évoquer la situation au Tchad avec la récente prestation de serment de Mahamat Idriss Déby pour une seconde transition de 2 ans et la possibilité qui lui est offerte à l'issue de la dernière session de dialogue national, la possibilité qui lui est offerte de se présenter à sa propre succession, si on peut ainsi dire. Nous allons essayer d'analyser quelque peu ce cas de figure avec mes consultants de tous les vendredis, Joël Ataï-Gedegbe, expert en gouvernance, bonsoir. Bonsoir. Morgana Sobametonji, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes consultant en analyse géopolitique et expert en relations internationales. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va, ça peut aller. Ravi de vous retrouver. Vous avez l'air les traits quelque peu étirés, un peu de fatigue. Je pense que c'est les aléas du quotidien. Les aléas du quotidien, voilà. Joël Ataï-Gedegbe, un président, on va dire, provisoire qui peut-être est en train de s'installer pour de longues années. Est-ce que la finalité de tout ce qui se passe au Tchad vous rassure ou c'est du déjà vu, déjà connu? Non, c'est pas absolument du déjà vu, mais on sent quand même que ça prend une direction du fait accompli, ou que ceux qui sont à la manœuvre tentent de légitimer par tous les moyens une situation douteuse. Voilà, on est obligé de prolonger cette transition. Il est possible que, de toute façon, non, c'est pas qu'il soit possible, c'est que dans la réalité, la stabilité du pays est loin d'être acquise. Et donc, pour arriver à des élections démocratiques, des élections ouvertes, il faut effectivement que tout le territoire soit sécurisé. Donc, ce qui s'est passé est certainement le résultat d'un compromis négocié et pour gagner un peu de temps, en espérant probablement que le pays serait plus gouvernable et qu'il y aurait moyen pour une compétition politique ouverte, et si ouverte que même les tenants, les patrons ceux qui sont au premier rang, au premier plan de cette transition sont désormais autorisés à envisager de se succéder à eux-mêmes en toute légalité. Bon, donc gageons que ce processus ces transitions soient assez bien conduites, même si on s'étonne que la communauté internationale s'y prompte à condamner ce genre de situation, ferme pudiquement les yeux. On aura bien vu la France comme le Qatar et même l'Union africaine s'abstenir de rappeler quand même les positions de principe qui s'imposent dans ces situations. Voilà. Un dialogue national cousu de fil blanc, un scénario prévisible, est-ce que ça vous surprend ou du moins qu'est-ce que ça évoque pour vous? Voilà la suite de ce dialogue national et voilà, on parle d'un opposant historique qui prend la tête, qui accepte d'être Premier ministre, le gouvernement qui est en cours de formation au moment où nous enregistrons cette émission. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut dire que tout cela inspire quand même la complexité dans laquelle on se retrouve lorsqu'il est question de géopolitique. Les comportements des différents décideurs changent en fonction du contexte dans lequel ou face auquel ils se retrouvent, ce qui pourrait expliquer le comportement de la communauté internationale face à ce qui se passe au Tchad et son autre comportement dans une région qui n'est pas pareil, je parle de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe au Tchad semble avoir l'assentiment de cette communauté internationale qui pourrait se focaliser sur les prétextes de sécurité qui ont été évoqués mais qui ne sont pas aussi à négliger parce qu'on est en train de parler de toute une région et il y a aussi les chefs d'État de l'Afrique centrale qui aussi semblent ne pas s'opposer concrètement à ce qui se passe. Et donc, lorsque vous regardez la chose sous cet angle, vous comprenez ce qui est en train de se passer et vous avez une idée de là où cela peut nous amener, ce qui serait certainement une confirmation sur le plan légal et légitime de Mahamat Déby.
Mais si vous décidez de regarder la chose sous le plan de la démocratie et de l'implication des acteurs politiques dans ce qui est de la gestion de la chose publique et surtout la capacité à maintenir la stabilité politique pour le développement, et là tout de suite vous comprenez que ce n'est pas forcément le chemin à suivre et que ceci peut mettre en relief d'ici quelques années encore une instabilité politique que le Tchad devra gérer. Donc pour vous, est-ce que la sécurité, le thème de la sécurité n'a pas bon dos? Si on regarde bien, donc pour les États de l'Afrique centrale, en tout cas pour Sassou Nguesso, Paul Biya, Touadéra, il vaut mieux avoir un débit au pouvoir pour, disons, être assuré que leurs frontières ne seront pas mises en danger au nom de l'instabilité, au nom de la lutte contre l'instabilité. Est-ce qu'on ne prépare pas un scénario qu'on connaît tous, c'est-à-dire une instabilité chronique dans ce pays, au Tchad, comme on l'a connu ces 20 dernières années, 30 dernières années? Alors, moi je ne comprends pas beaucoup de choses par rapport à la sous-région qui cautionne, directement ou indirectement, le maintien du CMT de Mahamat Déby. Je ne comprends pas. Le maintien du système Déby, on va dire. Le maintien du système, le maintien de la dynastie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que le Tchad est bien le dernier de la classe sur tous les plans. Prenez l'indice de développement humain, le Tchad est dernier. Prenez le dernier classement de la Banque mondiale ou du FMI. Le Tchad est dernier sur tous les plans, alors que le Tchad est doté de ressources pétrolières, doté de ressources minières, et j'en passe. Le Tchad est une richesse. Ils ont de valeureux soldats. Là, ils ne sont pas derniers. Certainement. Ils ont de valeureux soldats depuis la crise qu'on a vue au Mali. On a vu que le Tchad avait quand même des ressources militaires. Mais là n'est même pas la question. La question est véritablement au niveau de la gestion et surtout par rapport à l'appréciation de cette gestion par les pairs centrafricains qui sont à la tête de leurs États depuis des décennies. Bon, là n'est même pas aussi la question. Touadéra veut s'y essayer, mais bon. Certainement, il va s'y essayer. On verra. Le troisième mandat. On verra bien dans les années qui suivront. Mais ce qui est certain, c'est que ce dialogue n'en est pas un. Il faut insister sur ça. Ce dialogue n'est qu'un monologue. Parce qu'un dialogue, à la base, c'est mettre sur la table toutes les parties, toutes les opinions et discuter pour trouver une issue. Et il faut se rappeler aussi des promesses du CMT. Le CMT a fait des promesses en disant notamment ne pas se représenter à la fin du dialogue. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les résultats qu'on voit. Saleh Kebzabo, comment analyser Saleh Kebzabo comme étant Premier ministre d'une transition dans une autre transition? On a vu les coups d'État dans les coups d'État. Là, on a une transition dans une transition. Et ce qui est spectaculaire et aussi incroyable, tout le monde se tait. Et la France jusque-là n'a fait aucune déclaration officielle sur ça. Cela veut dire qu'il cautionne. C'est le principe de non-ingérence. Vous allez parler de souveraineté, de principe de non-ingérence, mais attention, il ne faut pas faire du deux poids, deux mesures. On a vu leur réaction quand c'était le Mali. On a vu leur réaction quand c'était en Guinée. On a vu leur réaction dernièrement aussi au Burkina en disant non, nous ne sommes pas impliqués dans les événements qui se déroulent. On a vu qu'ils se sont quand même exprimés. Oui. Mais cette fois-ci, ils n'ont rien dit. Vous avez parlé de non-ingérence, certes. Peut-être juste pour la boutade, il faut peut-être remarquer, peut-être c'est une différence utile. Au Mali, en Guinée, il s'agit on parle de lieutenant-colonel. Au Tchad, on parle quand même de général. C'est différent. Attention, le taux d'implication militaire des Français au Tchad est bien plus élevé que partout ailleurs en Afrique. Et on ne comprend pas ce silence. Si ce silence veut dire qu'on cautionne ce qui se passe au Tchad, eh bien ça va être dramatique. Et comment aussi analyser l'appréciation des Tchadiens face à ce cirque, ce ballet politique qui a été organisé à travers le Qatar, avec les hôtels ou les salles de conférence de luxe ensuite à Djamena, où on a vu comment ça s'est géré, ce dialogue et ce conseil militaire de transition. C'est une boutade, clairement. Et une boutade entraîne forcément des erreurs. Et c'est les erreurs qu'il faut chercher à corriger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut impliquer évidemment le CCMSR.
le fact, qui sont des fautes non négligeables. Aujourd'hui, si ces gens sont armés et sont devenus des rebelles pour chercher à renverser le pouvoir depuis des années et qu'on n'arrive pas à les satisfaire, eh bien, c'est qu'il y a un problème. On va nous parler de démocratie, mais le Tchad est un contexte particulier. Particulier en ce sens où la rébellion joue un rôle très important dans la stabilité, non seulement politique, mais aussi sociale qu'économique. Comment vous voulez que Mahamat Debouitno gère un Tchad avec plus d'1 million de kilomètres carrés, avec des rebelles à ses portes au nord, frontalières déjà à la Libye? Comment voulez-vous qu'il puisse diriger véritablement le Tchad en ayant la conscience tranquille? Ça va être difficile, ça va être compliqué, voire impossible. Comme son père, les mirages français ne sont jamais bien loin. Alors, son père a été bien protégé, on l'a vu. Par ailleurs, il était très bien protégé et il a su quand même tuer, remplacer ce qu'il faut quand il le fallait. On a vu des opposants brimés. Ça, c'est des supputations. C'est pas des supputations, c'est des réalités. On a vu des opposants. Ça, c'est votre réalité. Moi, je n'ai jamais vu. En tout cas, allez, officiellement. Non, on va pas rentrer dans ce jeu. On va pas rentrer dans ce jeu. C'est pas un jeu. Oui, c'est la géopolitique tchadienne aujourd'hui qui est mise sur la table. Oui. On ne cessera pas de le souligner, c'est que l'opposition au Tchad a toujours été brimée. Il n'y a pas eu d'opposition pendant très longtemps. Saleh Kebzabo, au nom de quoi aujourd'hui il s'affirme aujourd'hui être un Premier ministre? Parce que longtemps, il n'a pas eu ce droit de pouvoir être un vrai opposant. Donc aujourd'hui, il a la chance, c'est biaisé, mais ça ne lui donne pas pour autant une légitimité aux yeux des Tchadiens. Voilà. Alors, juste une dernière réaction sur ce sujet. Comment expliquer, on l'a déjà évoqué partiellement, ces timides réactions à l'international? Même au niveau institutionnel, l'Union africaine n'a pas une position de principe à l'issue du dialogue national. C'est motus bouche cousue. C'est vraiment le comble, hein, et c'est ça qui discrédite au finish les institutions africaines et l'idée de démocratie qu'elles portent. Ici, c'est vraiment d'appréciation variable. Oui, mais autrement, que peut-il faire à part les déclarations de principe? Mais n'ont qu'à faire leurs déclarations. On sait au moins que les principes sont réaffirmés. Et puis, on essaiera de se rapprocher de la forme attendue. Mais on sent la connivence. Avant l'enterrement du père Déby, déjà, tout le monde s'était rangé. Et on ne fait pas l'effort 2 ans après de donner le change. Et maintenant, je voudrais espérer que les parrains de cet accord-là vont veiller à ce qu'aux frontières du Tchad, il y ait de l'accalmie. Parce que si des rebelles sont toujours entretenus ou ont des bases arrières en Libye, au Soudan ou en Centrafrique, ma foi, le Tchad n'est pas sorti d'affaire, parce qu'en dehors du pétrole, il y a de l'or qui sort pas de tous les côtés, et ça arrange bien certains qu'il en soit ainsi. Donc cette instabilité risque d'être éternelle ou de perdurer. Et les forces politiques ou civiles qui n'ont pas de force armée, je veux dire, et malheureusement, peut-être comme Saleh Kebzabo, sont obligés d'accepter la portion congrue pour une forme de partage du gâteau, mais au finish, pour les populations elles-mêmes, pour l'ensemble du peuple tchadien, et c'est bien dramatique qu'il en soit ainsi. Donc, sauf miracle, d'ici 2 ans, nous en serions encore à dire la même chose, malheureusement. Oui, nous en serions encore à dire la même chose. Sur cette même question, à l'international, les réactions des différentes organisations, des différents parrains, comme Joël Atayé l'évoquait à l'instant. Oui, il faut dire que le comportement de ces différents parrains est assez compréhensible sur le plan géopolitique. Lorsque vous prenez l'Union africaine, lorsque vous essayez de comprendre comment est-ce que cette organisation fonctionne, d'où est-ce que cette organisation tire son financement, et que vous voyez l'Union européenne... Qui est président de la Commission. Oui, et qui est président de la Commission, et que vous voyez une délégation de l'Union européenne à ses assises, et même au moment où M. Déby, Mahamat est en train de devenir conformément, officiellement président, vous comprenez que cela va au-delà des considérations idéologiques, les considérations du droit international, les considérations de principe. Et qu'à certains moments, dans ce qui est de l'interaction entre les États, les relations internationales prennent le pas sur le droit international. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister
au Tchad, et ce qui pourrait expliquer de façon très plausible le comportement de ces parrains-là. Mais je dis encore, sur le plan du droit international, des valeurs qui sont, disons, promues par la scène internationale, il y a un problème. Mais sur le plan de la géopolitique, de la géostratégie, c'est assez compréhensible, aussi par rapport aux intérêts des différents acteurs internationaux. Voilà. Alors, je vais finir là-dessus en disant, le président de la Commission de l'Union africaine, il m'a quand même déçu, et bon nombre de Tchadiens. Moussa Faki Mahamat était censé jouer ce rôle de l'arbitre, c'est-à-dire de celui qui va être impartial par rapport à ce qui se passe. C'est vrai, il a maintenu... La commission porte la voix des chefs d'État. La commission Mahamat ne dit pas ce qu'il veut. C'est pas sa position à lui, c'est la position de l'Union africaine. Non, vous n'allez pas dire que... Il a certainement sa position vis-à-vis de ça, mais en tant que chef de la commission, en tant que patron de la commission de l'Union africaine, dès que ce dialogue, on n'attend pas de lui. Et sa disgrâce serait très bien vite. Exactement. Dès que ce dialogue a débuté, il a joué un rôle clé. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ce rôle, il est en train de fuir ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est de jouer le rôle de... S'il a commencé au début, vous n'allez pas me dire qu'au début, parce qu'il représentait l'Union africaine, une institution... Il porte la voix de l'Union africaine. Il porte la voix au début. Au début, quand même, il a joué son rôle, celui de l'arbitre. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que Mahamat Déby puisse se représenter durant... Bref, il a quand même joué son rôle à ce moment. Mais aujourd'hui, vous me dites que l'Union africaine a joué deux rôles... de l'organisation à ce moment-là. Non, clairement pas. Ce qui est certain, c'est que les institutions sur le coup du Tchad aujourd'hui, sur le Tchad, ont failli. Non seulement ils ont failli, mais ils expriment clairement... Ils sont complices de la situation. Non, du tout pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux dire que les institutions sur ce coup, ils ont clairement échoué. Et d'ailleurs, ils ont renforcé notre idée selon laquelle les institutions, de plus en plus, surtout les institutions multilatérales, de plus en plus sont incompatibles avec l'Afrique, avec les États africains, avec la sortie de crise des États africains. Et le Tchad en est bien l'exemple. On voit une Union africaine amorphe, même si l'Union africaine tire ses financements de l'Union européenne. Ce n'est pas une raison. On parle du continent africain et l'Union africaine a la responsabilité de pouvoir quand même jouer son rôle d'arbitre. Voilà. Nous allons aborder rapidement un second sujet qui n'était pas prévu. Normalement, nous allons laisser cette question brésilienne pour parler d'un autre dialogue national qui s'ouvre, on va dire aujourd'hui même, au Burkina Faso, avec les assises nationales pour statuer sur la suite de la gestion du pouvoir au Burkina. Alors, le capitaine Traoré partira pas. On a vu de façon, peut-être est-ce le fruit du hasard, quelques manifestations aujourd'hui au Burkina Faso pour soutenir, pour quelque peu susciter sa candidature, peut-être l'imposer l'opinion, pour montrer que l'opinion publique semble être pour que le capitaine Traoré reste au pouvoir. Maintenant, on peut évoquer quelques faits. On a évoqué le refus de libération du lieutenant-colonel Zungrana, bénéficiaire présumé du putsch anti-Damiba. On a l'entretien téléphonique du général Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères de l'ère Compaoré, qui n'est pas en prison, mais qui est en évacuation sanitaire depuis un moment. Qui n'est pas retourné au Burkina, c'est ce que je veux dire. Le soutien du général Zida, qui est opportunément sorti du bois pour venir apporter son soutien à cette nouvelle junte, et d'ailleurs recommander un rapprochement avec la Russie. Bref, il y a un climat, il y a quelques indices qui pourraient jouer sur la finalité de ces assises-là. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? On fait un tour de table sur ce sujet. Oui, ce qui se passe au Burkina est assez encourageant dans le sens où vous avez une dynamique des acteurs aussi. Pour le coup, c'est allé très vite. Oui, c'est allé très vite. La question, c'est est-ce qu'on peut parler de très vite si on n'est pas
dans le contexte burkinabé et si on ne prend pas la portée de leur capacité à faire les choses comme cela se doit. Pourquoi je parle de portée de leur capacité à faire les choses comme cela se doit? Il y avait déjà une dynamique qui existait avant que M. Traoré ne prenne les règnes ne fasse son coup d'État. Et il a bien dit qu'il était dans la dynamique de continuer le mouvement de transition et non de reprendre le processus à zéro. Et c'était prévu normalement dans l'ancienne transition qu'il devrait y avoir une rencontre. Alors si les mécanismes visant à faciliter cette rencontre avaient déjà été entamés et qu'il y avait eu un processus et qu'il vient simplement mener ce processus à terme, c'est compréhensible. Ouais. C'est compréhensible et on espère que c'est ce qui va se passer. Mais dans le cas contraire, on pourrait quand même se dire que bon, peut-être il va trop vite et quitte à voir qui sont exactement ces acteurs-là qui sont conviés et qui peuvent contribuer au processus qui va être enclenché. Voilà. Au sorti de beaucoup spéculent sur la finalité de ces assises nationales, très précisément sur la nature de celui ou celle qui sortira comme, on va dire, président du FASO, selon que ce soit un pouvoir civil ou un pouvoir militaire, on pourra parler de réussite ou échec. Il y a cette ligne de fracture déjà qui s'impose dans le débat. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un civil, au sorti de ces assises, un civil en tant que président du FASO signifierait une réussite de ces assises et peut-être signifierait également que les militaires, cette fois, devront se concentrer sur ce qui est la quintessence même de leur métier, aller au front. Moi, je pense pour ma part, et c'est là où c'est dramatique, on a donné trop de pouvoir aux militaires. Non, ils l'ont pris. On leur a donné trop de pouvoir. Je vais m'expliquer. Quand je dis donner trop de pouvoir aux militaires, c'est qu'on leur a permis de quand même réguler l'État, la gestion de l'État, quand ça ne va pas. Et c'est là où est le drame. Parce que si aujourd'hui on est confronté à cette question, civil ou militaire, militaire ou civil, et que ce soit tout le temps répétitif et qu'à la fin on sait que c'est bien entendu le militaire qui va soit se représenter, soit le confier à un de ses collègues, eh bien c'est dramatique pour l'évolution, ou en tout cas la démocratie en Afrique en général. Mais pour revenir spécifiquement au Burkina, écoutez, c'est très tôt pour pouvoir tirer des analyses concises et précises par rapport aux promesses que Traoré a eu à faire dans la foulée de l'émotion. Il a fait des promesses, mais c'était sous l'émotion. Je l'ai écouté sur RFI. C'était sous l'émotion et il disait, je me rappelais très bien de ses propos, qu'il n'est pas du tout certain que la transition sera civile ou militaire. Il doutait en ce moment. Donc, s'il y a déjà la continuité aujourd'hui, c'est qu'il a quand même eu le temps de réfléchir et de matérialiser ce qui pourrait arriver par rapport à la transition dans la transition. Eh bien, dis donc, ça revient encore, transition dans la transition. Donc, on va espérer jusqu'en décembre, puisqu'il a donné un délai jusqu'en décembre au grand maximum, eh bien, on va pouvoir dégager une transition correcte. Et moi, ma crainte, c'est par rapport au niveau du cahier des charges avec la CEDEAO, d'une part, et aussi par rapport au processus de développement du Burkina Faso qui est entaché malheureusement avec cette multitude de coups d'État des militaires pour un oui ou pour un non et bien sûr cette menace sécuritaire qui pèse sur eux comme l'épée de Damoclès. Parce que le développement d'accord, mais bon. Oui, la sécurité, c'est un peu comme si on abandonnait les priorités pour se concentrer uniquement sur la gestion de l'État alors que gérer l'État, que ce soit un militaire ou un civil, en réalité, est-ce que ça règle le problème sécuritaire? Pour régler le problème sécuritaire, il faut un véritable plan pour s'en sortir. Ce que les Burkinabés aujourd'hui n'ont pas, ce que la CEDEAO visiblement aussi n'a pas, et ce que l'ancien ou la défunte G5 Sahel n'a pas. Alors on est face à un problème qui est sans solution. Sur la taille de Hamzat, je reconnais qu'Hamzat n'y est pas allé de même ordre. Oui, certainement. Bon, ça fait beaucoup d'expectatives de toute façon, parce qu'un dialogue sur des assises sur 2 jours au lendemain d'un coup d'État, ça paraît assez mal ficelé. Et pour des gens qui ont donné l'impression de tâtonner, de ne pratiquement pas vouloir du pouvoir. Est-ce qu'en 2 jours, les acteurs peuvent réellement être mis en orbite par rapport aux priorités
identifié, et pour ne pas dire la priorité des priorités, qui est la sécurité. Et si on peut faire droit à ce motif-là qui a été évoqué par le capitaine Traoré et les siens, on peut s'étonner qu'on commence déjà à rentrer dans les tractations politiciennes qui font perdre du temps, enfin qui demandent du temps. Et on a même entendu un ennemi. C'est un ordre politique clair, il ne peut pas y avoir commandement sur le. Mais je ne vois pas comment ils vont y arriver. Déjà, sous Damiba, il y avait une combinaison absolument douteuse avec une constitution suspendue, rétablie. Je constate que Traoré et les siens ont fait la même chose. Et juste au lendemain du passage de la oui, ils ont rétabli la Constitution. Mais en même temps, il y a un acte dit fondamental, ou je ne sais pas quoi, il y a une charte de la transition qui a été probablement suspendue avec le Parlement, ou comment ils appellent ça, enfin, qui risque encore d'être lancé, enfin, le Parlement de transition. Donc ça fait 3 textes fondateurs ou bien censés encadrer la vie institutionnelle du pays, qui se contredisent, dont on ne sait pas trop quelle est la hiérarchie qui les régit. Donc il y a un problème de normes d'abord au plan juridique, de vision politique et finalement d'effectivité ou bien de résultats sur le terrain en termes de sécurité en vue d'amorcer le développement. On parle de milliers d'enfants qui n'ont pas pu reprendre l'école. Enfin, c'est plus d'1,5 million de personnes déplacées, la moitié du territoire qui est occupé, et des civils dont on croirait que par idéologie ou par principe simplement, ce serait leur rôle de diriger les institutions qui disent aux militaires, prenez vos responsabilités, et mon œil. Mais ces militaires, même qui sont divisés, si tant est qu'ils étaient en plus une institution unie et bien structurée, on pourrait leur faire crédit d'une certaine capacité. On se demande, une armée dont c'est les capitaines et les lieutenants maintenant qui commandent une pléiade de généraux et colonels, ça pose un problème de chaîne de commandement. C'est pire que l'armée mexicaine. C'est une bouillabaisse. Où est-ce qu'on va dans tout ça? Je pensais que vous alliez sauver la mise, mais bon, non, il n'y a rien à sauver. Il faut espérer que l'élite burkinabé revienne à plus de lucidité. On fera le point la semaine prochaine parce qu'on a outrepassé le temps qui nous est imparti. Merci Morgana Sobamé-Tanguy. Je rappelle, je constate que vous êtes le plus sage de ce plateau quant à ce. Vous n'avez pas donné la parole sur la question. Non, je ne veux pas. Je réserve sa réponse pour la semaine prochaine. Merci. Je rappelle que vous êtes consultant en analyse géopolitique, expert en relations internationales. Hamzat Abdoulaye, consultant en analyse géopolitique, à qui je tiens à préciser que les militaires ont pris le pouvoir. On ne leur a pas donné la latitude, ils ont pris le pouvoir parce que ça, c'était une précision importante. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Joël Ataï-Guédegbe, expert en gouvernance. Mesdames et messieurs, l'Afrique et le monde de ce vendredi, c'est désormais du passé. Nous nous donnons rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre décryptage de l'actualité internationale.